Je vais passer la parole à Michel Diaz, qui, je vous le rappelle, est un expert du monde de la formation et du digital learning, directeur associé du cabinet FFOR, et qui copilote une étude avec Talentsoft sur le monde de la formation. Il y a eu une édition 2020. Et donc, vous allez avoir le plaisir de partager les résultats de cette étude et l'analyse finalement de Michel. Alors, on vous a mis les liens vers à la fois un article de e-learning letter que vous pourrez découvrir en intégralité et le lien vers l'étude de Talentsoft qui est également accessible en passant par leur interface. Michel, la parole est à vous. Eh bien, à mon tour de remercier Paolo et vous, Lamia, pour cette invitation à présenter quelques résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque, comme l'a indiqué Paolo, l'étude complète sera disponible. Vous saurez aussi quel échantillon nous avons eu. Pour simplifier, plus de 600 entreprises un peu partout en Europe, ce qui nous a permis de comparer les résultats pour la France et les résultats pour les autres pays européens. Et la thématique de l'étude, c'était bien celle de l'impact de la Covid-19 sur les dispositifs de formation. Et donc, j'ai relevé récemment dans un article sept résultats de l'étude que je voudrais vous restituer aujourd'hui. Eh bien, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Ceci n'est pas un test d'acuité visuelle. Pour prolonger l'exposé de Cynthia, on va avoir au moins deux canaux. Il y a la vue et puis je suis à l'oral, si je puis dire. Alors, le premier résultat que je veux rapidement mettre en évidence, c'est l'universalité et la soudaineté. La soudaineté, tout le monde l'a bien vu, mais l'universalité de cette rupture, on peut véritablement parler de rupture. La totalité des pays européens qui ont été investigués sont sur le même plan de ce point de vue-là, et les études qu'on peut avoir pour d'autres domaines, notamment le domaine anglo-saxon, américain, vont dans le même sens. Concrètement, si on retient quelques chiffres, il y a 91,5%, c'est une majorité énorme, des responsables de formation qui considèrent que l'impact de la Covid-19 est important. 46,7% d'entre eux considèrent même qu'il est très important. Et si on regarde de plus près la France, ce chiffre monte à 55,6% des responsables formation français qui considèrent que l'impact de la Covid-19 est très important. Bon, c'est lié évidemment au poids de la formation présentielle sur le marché français, qui a évidemment été très affecté par la Covid-19 avec tout simplement l'interdiction du cours en salle. Je peux dire que j'observe depuis un certain nombre d'années les inputs sur le secteur de la formation, par exemple l'impact de la réforme, l'impact même de l'utilisation des formations depuis un certain nombre d'années. Je n'ai jamais vu des résultats qui sont au niveau de la Covid-19. Donc, on peut vraiment parler là de rupture. Et j'ai parlé par ailleurs de véritables stress tests pour la formation, comme on peut parler de stress tests pour les banques, et qui nous oblige vraisemblablement, en tant que professionnels de formation, à réinventer notre métier parce que je pense qu'effectivement, cet impact est durable. La crise sanitaire finalement que nous vivons n'est que l'actualisation d'une crise plus générale ou d'un monde plus général qu'on appelle le VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, ambigu, etc. D'autres crises sont venues avant celles que nous vivons, d'autres crises viendront, et je pense que la formation là doit se mettre tout simplement au rythme de ces crises en se réinventant. Le deuxième résultat que je voudrais commenter, c'est évidemment celui de l'accélération jamais vue du digital learning. Alors, on a demandé aux responsables formation du panel FFOR Talentsoft quels étaient les domaines les plus affectés pour eux par la crise. Évidemment, le domaine le plus affecté, c'est celui des formations présentielles qui a été mentionné par 69% des répondants. Mais vient très rapidement ensuite les domaines du digital learning, 58%,
et les contenus de formation en ligne, 55,4%. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais il est très clair que là, on est dans un principe de vase communicant, c'est-à-dire que l'interdiction du cours en salle et le gel finalement quasiment complet des formations présentielles, cela a véritablement accéléré la digitalisation et la distancialisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, des formations pour 88,3% des responsables de formation qui ont été interrogés, sachant évidemment que cette digitalisation ou distancialisation a été plus ou moins réussie, évidemment en fonction du degré de maturité digitale qui existait dans les organisations qui ont dû effectivement, branle-bas de combat, passer tout à coup du présentiel au digital. Là aussi, on peut considérer… Michel, justement, je pense qu'on a des questions, une question commune, Paolo, sur cette question de la distancialisation et de la digitalisation. Est-ce que vous pourriez nous donner deux, trois repères de définition pour permettre justement à nos participants d'y voir clair dans cette terminologie qui émerge un peu partout et dans laquelle on n'a pas toujours, c'est pas toujours aisé de faire le tri. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous poser un peu un cadre? Les deux ont quelque part les trois, comme dit l'autre, les trois rapports des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Je m'explique. Le cours par correspondance qui naît au 19e siècle, ou le cours de langue, la conversation téléphonique au téléphone, dans des dispositifs téléphoniques analogiques, évidemment, n'ont rien à voir avec le digital. Donc la distancialisation de la formation, c'est-à-dire en fait le fait que les apprenants, les co-apprenants, le formateur sont dans des espaces physiques différents, existe depuis bien longtemps. Par digitalisation, on touche à autre chose, on touche tout simplement à l'intervention du numérique à l'intérieur de la formation. Alors, cette intervention, elle peut se faire dans le cadre, par exemple, d'une formation présentielle. Donc, c'est bien, elle a à voir avec la distancialisation, mais elle ne se réduit pas à la distancialisation. Le formateur qui va mobiliser les iPhones ou les smartphones des apprenants pendant un cours présentiel et utiliser un certain nombre d'outils comme des nuages de mots-clés, des possibilités de sondage en temps réel à l'intérieur de l'espace physique du cours en salle, va utiliser le digital. Donc, on pourra parler de digitalisation d'un certain nombre d'activités formation sans pour autant que ce soit de la distancialisation. Maintenant, il est vrai que la distancialisation de la formation s'est généralisée grâce au digital. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que ces plateformes digitales créent les possibilités d'une généralisation, de passage à l'échelle, comme on dit, de scalabilisation de la formation distancielle. Alors, si on veut traiter maintenant d'une troisième, justement, on y est, d'une troisième conclusion de l'étude, c'est le live, ce que nous on appelle le live dans la formation en entreprise, mais on pourrait appeler ça la classe virtuelle, mais la classe virtuelle en quelque sorte ne réduit pas le live. Le live, c'est la possibilité, par exemple, d'un téléphone entre un coach et la personne qui le coach de formation, et on est dans du live, c'est-à-dire au fond du synchrone, de la formation synchrone, si on voulait généraliser. Alors, si on parle de classe virtuelle, c'est ce format qu'on connaît bien, hein, qui essaie de simuler le cours en salle, mais à l'intérieur d'une salle virtuelle, donc où les apprenants, les co-apprenants, les formateurs sont à distance, eh bien, ces classes virtuelles sont en cours de généralisation. Ça, c'est un phénomène que je n'avais jamais vu. Ça fait 15-20 ans que je parle de la classe virtuelle comme un possible bon compromis entre le présentiel et le distanciel, ou l'auto-formation en situation, enfin, au poste de travail. Et bon, ça sortait un certain nombre de difficultés, comme la bande passante, des difficultés techniques. Ça sortait au fait que les formateurs en présentiel, qui naturellement ont vocation à devenir, à mon sens, des formateurs des animateurs de classes virtuelles, étaient un petit peu réticents à cela. Et bien là, aujourd'hui, 77,4% des entreprises européennes utilisent la classe virtuelle. Et on a vu de grands organismes de formation réussir finalement à délivrer sous forme de parcours distanciel incluant des classes virtuelles les cours présentiels qui avaient été commandés au début de l'année
2020 par des entreprises et qui ne pouvaient plus se donner du fait de la disparition, comment dirais-je, des classes, des cours en salle. Les plateformes LMS, je termine sur ce point, ont fait l'objet aussi d'une forte utilisation dans 64% des entreprises. Ça veut dire que les entreprises qui étaient déjà dotées d'une plateforme LMS en interne pour les collaborateurs ont naturellement utilisé ce support pour aller chercher leurs collaborateurs en télétravail en leur poussant ou en leur permettant d'accéder à des catalogues de contenus qui existaient sur la plateforme LMS. Paolo, je vois que vous avez une question. Oui, j'avais un commentaire et une question. Le commentaire, ça rejoint votre sujet sur les LMS, sur la technique finalement. Ce qui est impressionnant dans cette période, c'est que la technique a suivi, elle a parfaitement supporté la bascule qui est massive et sans précédent. Et les outils ne cessent de s'améliorer et notre usage ne cesse de s'améliorer. J'avais une question par rapport au live. Est-ce que le métier de formateur, de formation n'est pas en train d'évoluer vers un mix de formation et d'entertainment, de présentateur télé, d'emprunter des techniques du spectacle pour aller animer, utiliser des interfaces numériques? Oui, alors là, vous prolongez effectivement les remarques la réflexion que Cynthia a faite préalablement. Alors, vous savez d'ailleurs que éducation et entertainment, ça se combine à travers l'edutainment. Hein, donc, il y a même les anglo-saxons ont même inventé, je dirais, une combinaison des deux mots pour dire la part de spectacle qui doit entrer dans des formations à distance. On revient à la question de l'attention dont parlait Cynthia tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a un modèle qui a été développé par Jos Bersin qui s'appelle le modèle du modern learner. Le modern learner, c'est quelqu'un dont il est très difficile de capter l'attention parce qu'elle est diffractée, dispersée dans toutes les suggestions qui lui sont faites. Et quand on a capté son attention, d'ailleurs, il est difficile de la capter durablement. Donc là, vous savez qu'il y a des techniques qui sont utilisées par les GAFAM, notamment, qui sont des techniques algorithmiques hein, qui permettent de vérifier quels sont les leviers pour retenir, séduire et maintenir l'attention des apprenants. Moi, je crois que le métier de la formation se marketise de plus en plus, emprunte de plus en plus à des technologies et des méthodes de la relation client, du marketing de l'attention, etc., confère les livres de Sidbon et d'autres. Et je pense que là, c'est une obligation dès lors qu'on sort du champ réduit du cours en salle où quelques personnes partagent le même espace physique. Donc là, on entre effectivement dans un autre monde avec la nécessité, à côté des sciences du cerveau dont parlait précédemment, pas seulement du cerveau, mais aussi du cœur et du corps, si j'ai bien compris dont parlait Cynthia. Évidemment, là, on a en tant que formateur à développer des compétences dans des domaines qui semblaient tellement éloignés autrefois de nous. Et juste pour terminer sur ce point, tellement éloignés que marketing et formation semblaient faire mauvais ménage. Et même une formation marketée pouvait sembler un peu mise à caution dans le sens où on est encore dans l'université française dans l'idée d'un savoir pur, non opérationnable, voilà, la culture, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On n'est pas du tout dans ce monde-là, évidemment, dans le monde de l'entreprise. Merci Michel. Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour les 4 autres tendances. Ça va aller. Je souligne un point important que vous avez vous-même souligné, Paolo, c'est les progrès énormes que des plateformes comme Zoom ou Teams, qui étaient de simples plateformes collaboratives en ligne, ce qui est déjà beaucoup au début de la crise, ont fait en prenant en compte le fait que ces plateformes ont été utilisées comme support de classe virtuelle, ce qu'elles n'étaient pas du tout à l'origine. Et on voit effectivement ces outils se doter de possibilités d'amphithéâtre, d'ateliers ou de sous-groupes de travail, de possibilités d'afficher le profil des apprenants, etc., qui est tout à fait intéressant. Je pense que si Microsoft investit beaucoup dans ce domaine, ce n'est pas par hasard. Une autre chose que je voulais marquer, c'est la question quelles ont été les demandes finalement, notamment des télétravailleurs,
pendant la crise en termes de thématiques, en matière de thématiques de formation. Et on constate évidemment, alors ça c'est pas fait pour nous étonner, que la plupart ont fortement demandé des formations aux outils digitaux, tout simplement parce que en changeant d'environnement de travail, je suis au bureau, je suis à mon domicile, je change mon environnement numérique, notamment avec le fort développement de ces plateformes collaboratives dont on vient de parler. Donc il y a eu une forte demande de formation à ce niveau-là, 47,6% des collaborateurs, d'après les responsables formation, ont fait des demandes dessus. Un deuxième axe de demande très important, ce sont les formations métiers sur mesure. Et là, je voudrais dire que on a tendance à imaginer que dans le futur du travail, dans le, comment dirais-je, dans le sillage des travaux de McKinsey, du BIT, du World Economic Forum, etc., on a tendance à penser que demain, le télétravailleur, il se réduira à des compétences qui sont des soft skills, c'est-à-dire la créativité, le leadership individuel, la gestion des émotions, etc., etc. Bien, on voit que les collaborateurs n'en sont pas là. Ils considèrent qu'ils continuent toujours d'avoir besoin d'être opérationnels à leur poste de travail. Et donc, les formations métiers sur mesure, qui, on le sait, consomment l'essentiel des budgets de formation des entreprises, continuent d'être très demandées par les collaborateurs. Avec évidemment une question qui se pose, c'est que devient ces formations sur métiers sur mesure, qui sont essentiellement habituellement, par exemple, les formations aux gestes, qui sont données dans les entreprises, dans des cours en salle, que deviennent-elles lorsqu'elles elles passent à distance? Là, il y a un sujet extrêmement intéressant qui est un sujet notamment pour l'innovation pédagogique et les chercheurs. Alors, ceci dit, les formations aux soft skills ne sont pas du tout négligées, au contraire, puisque 33,6% des responsables de formation considèrent qu'elles ont fait l'objet effectivement d'une demande importante pendant pendant le confinement notamment, et aujourd'hui en télétravail. Et c'est un petit peu logique parce que le télétravail, c'est un passage à la limite. On s'aperçoit en collaborant à distance, par exemple là, dans ce qu'on fait dans ce webinaire, qu'il y a un mode de prise de parole, d'écoute des autres, de comportement, de choix des objets qui sont derrière moi, etc. Tout ça qui ressort d'un autre domaine que le domaine des hard skills. Et ce passage à la limite qui est celui du télétravail, eh bien, je crois, aide les collaborateurs, tout le monde, finalement, les télétravailleurs, à prendre conscience du poids que dans la nouvelle économie vont prendre les compétences transversales, les soft skills dont on parlait. Le cinquième point que je voulais mettre en évidence, c'est la montée de la thématique la montée en puissance de la thématique bien-être, puisque près de 30% des collaborateurs ont une demande de formation en matière de bien-être. Là aussi, c'est très intéressant, ça a toujours existé, mais disons que c'est véritablement une demande importante aujourd'hui. Je pense qu'elle est pas contingente. Je pense qu'elle est durable, qu'elle est liée avec la généralisation, le poids grandissant que le télétravail va avoir, avec l'isolement qu'il crée. Et peut-être même y a-t-il, à travers ces formations au bien-être, un élément clé du nouveau contrat de travail qui existe entre l'employeur et l'employé, avec un employeur qui va sans doute être amené à prendre plus de soin du bien-être, du stress des collaborateurs qu'il ne le faisait lorsque le collaborateur n'était que sur le site. Donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant avec un résultat, je dirais, annexe, c'est que 35,3% des managers sortent de cette période plus sensibles au bien-être de leurs collaborateurs. Donc, je pense que là, il y a aussi sans doute une nouvelle posture pour le manager. Et d'ailleurs, c'est la sixième résultat que je voudrais commenter, qui est le manager devenu coach. Un résultat très intéressant, 65,9% des managers sont moins réticents au télétravail de leurs collaborateurs, avec un coaching et une formation qui prennent du poids, ce qui se traduit, c'est un autre résultat flagrant, par une relation renforcée entre les managers et les responsables de formation, qui sont 66,7% à afficher un resserrement de ces liens. Donc, c'est très intéressant. La crise sanitaire, le télétravail,
le confinement, etc., ont renforcé les liens entre la formation et les managers. Je crois là qu'il y a une nouvelle légitimité qui a été acquise par la formation vis-à-vis des managers, qui parfois se demandaient un petit peu si c'était vraiment utile de sortir un collaborateur du service. Là, on voit bien que les managers jouent le jeu. Je pense qu'il serait dommage que la formation, qui est à la recherche de, comment dirais-je, d'emporter la conviction des managers depuis si longtemps, puisqu'on sait le rôle que les managers jouent, notamment dans le transfert des acquis de la formation en situation de travail, il serait dommage que la formation passe à côté de l'opportunité formidable qui est celle d'une nouvelle relation ouverte grâce à la crise. Donc, il faudrait absolument, comment dirais-je, capitaliser dessus. Et puis peut-être la dernière, terminée par des choses dans le dur, je dirais, la dernière remarque. Excellente transition. C'est celui du budget. C'est-à-dire qu'on est devant une quadrature du cercle. Dans 56,5% des entreprises, 71,7% dans l'industrie, donc on a aussi fait des corrélations avec les secteurs d'activité, le budget de formation baisse. Il baisse évidemment drastiquement en 2020, il baisse en 2021, principalement à cause du gel des formations présentielles. Alors, concrètement, ça veut dire que le budget du digital learning augmente par rapport à ce qu'il était. Mais globalement, comme le budget du digital learning ne représentait que 15 à 20% du budget total de la formation et parfois moins, eh bien l'augmentation du budget du digital learning ne suffit pas, loin s'en faut, à compenser la baisse généralisée des budgets formation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 60%, ce sera le dernier chiffre que j'indiquerai, des responsables de formation considèrent à contrario que, effectivement, le budget digital learning va augmenter sur l'année 2021. Voilà quelques-uns des résultats de l'étude dont vous pouvez prendre connaissance de façon beaucoup plus détaillée en téléchargeant l'étude, effectivement. Merci beaucoup, Michel. On est quasi dans les temps. Pour illustrer le 7e point, à l'IGS, à l'Institut de gestion sociale, formation continue, on a exactement vécu ça, c'est-à-dire un arrêt des formations dans un premier temps, enfin en tout cas des demandes de formation en présentiel, une reprise en format hybride avec des classes virtuelles et du présentiel quand on pouvait. Et puis, on a développé il y a 2 ans un programme Digital Learning pour un certain nombre de formations et de titres, notamment sur la filière RH, qu'on a étendu à la formation management et relations clients. Et aujourd'hui, on va 2 à 3 fois plus vite que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que là, il faut accompagner massivement cette montée en puissance de la sollicitation Digital Learning et hybride.